Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information au sommaire. Dans l'extrême nord du Mozambique, la situation sécuritaire va de mal en pire. Depuis 2017, la région est la cible d'attaques terroristes de plus en plus récurrentes. Le gouvernement a récemment reconnu la présence de combattants affiliés au groupe terroriste État islamique dans le pays. Le consortium Touristes par million au Bénin lance une campagne de mobilisation de fonds et de vivres afin de soutenir les acteurs de la chaîne du secteur touristique, secteur touché de plein fouet par la pandémie de Covid-19. Cette pandémie qui pousse tous les secteurs d'activité à s'adapter, c'est le cas du secteur artistique, découverte en fin d'édition de la première exposition virtuelle d'œuvres d'art au Cameroun, un projet porté par la plateforme Actuelle Interférence. Mais tout d'abord, les avocats de Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, ont demandé aux autorités de respecter la décision de la Cour africaine et de suspendre son procès pour tentative d'atteinte à l'autorité de l'État, détournement de biens publics et blanchiment, qui doit s'ouvrir ce mardi 28 avril au tribunal correctionnel d'Abidjan. Guillaume Soro fait l'objet d'un mandat d'arrêt international depuis le 23 décembre 2019. Ce dernier est en exil en France depuis fin décembre. Le 22 avril 2020, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a exigé à l'État ivoirien qu'il suspende ce mandat d'arrêt. Pour les avocats du gouvernement ivoirien, la décision de la Cour africaine n'est que provisoire et n'empêche pas la tenue de l'audience, bien que la Cour ait donné 30 jours aux autorités pour exécuter son arrêt. À Cabo Delgado, au Mozambique, les attaques terroristes se poursuivent. L'insécurité y est grandissante. Depuis 2017, les violences perpétrées dans cette région située à l'extrême nord du pays ont fait au moins 900 morts, alors qu'ils sont les principaux instigateurs de ces attaques. Dans leur dernière déclaration, les autorités ont admis la présence de combattants affiliés au groupe terroriste État islamique. Les précisions de Zahra Mohamed Moutiu et Philomentine. Le Mozambique reconnaît pour la première fois la présence de combattants affiliés au groupe terroriste État islamique dans le pays, qui fait face à une recrudescence des attaques dans la province de Cabo Delgado. Cette affirmation a été faite vendredi 24 avril, quelques jours après que les forces de l'ordre aient signalé des violences qui ont fait 52 morts dans cette province située à l'extrême nord du Mozambique. Le fait est que depuis son indépendance en 1975, le Mozambique a connu de nombreuses guerres civiles et il a fallu 16 ans pour sortir de la guerre civile qui a suivi l'indépendance. Dans ces conditions-là, le Mozambique est un État fragile post-conflit et donc quand on est en situation de post-conflit, il faut déjà identifier toutes les forces qui sont encore armées et qui n'ont pas été désarmées. C'est peut-être ce travail-là qui a été fait et qui a permis de faire la part entre ce qui pouvait être des actes terroristes, les actes de forces qui sont armées. Le groupe État islamique dans la province d'Afrique centrale, affilié à l'État islamique, a revendiqué certaines des attaques perpétrées dans la région depuis juin 2019. Le Conseil national de la défense et de la sécurité, l'organisme d'État qui conseille le président Philippe Nyusi sur les questions de sécurité, condamne les violences. Le Conseil dénonce une agression intérieure. Tout d'abord, le Mozambique est un pays indépendant et qu'à ce titre, il n'est obligé d'accepter aucune aide qui lui est imposée. Donc si elle ne fait pas la demande d'aide auprès des États régionaux ou de l'Union africaine de façon plus générale, personne ne pourra lui venir en aide. Il va de soi que le Mozambique tout seul ne peut pas lutter ni contre Daesh ni contre l'instabilité qui pourrait venir de mouvements internes. Les attaques à Cabo Delgado ont commencé en 2017 dans la ville de Mocimboa da Praia et se sont désormais étendues à 7 districts, soit près d'un tiers du territoire de la province. Les violences ont fait au moins 900 morts et 200 000 personnes déplacées.
Le Zimbabwe s'enfonce dans la crise économique. Le pays est au bord de l'asphyxie avec un taux de chômage qui avoisine les 90% et une hyperinflation qui bat des records. Une situation aggravée ces dernières semaines par la crise sanitaire mondiale liée au coronavirus. Les organismes financiers sont à bout de souffle. Les autorités ont annoncé de nouvelles dispositions afin de leur venir en aide. Les détails avec Zahra Mohamed Moutiou. La Banque de réserve du Zimbabwe prend de nouvelles mesures destinées à faire face à l'impact négatif de la pandémie de Covid-19 sur les banques et les institutions de microfinance. L'institution annonce un allègement du crédit, la restructuration des prêts et l'agrément des institutions de microfinance. L'assistance qui peut être accordée aux clients ne s'applique qu'aux installations qui fonctionnaient avant les défis associés à la pandémie de Covid-19. Ces installations restructurées continueront d'être considérées comme performantes après l'allègement et aucune provision supplémentaire ne sera facturée. La Banque centrale est venue préciser que les banques et les institutions de microfinance sont tenues de lui soumettre des analyses portant sur les conséquences économiques et financières liées à la crise sanitaire. Un bilan de l'impact doit montrer les pertes anticipées d'ici le 30 juin 2020. Ces mesures sont insuffisantes, certes, mais il faut déjà commencer par les mettre en œuvre. La restructuration des prêts auxquels on fait face, de mon point de vue, est déjà une très bonne chose. La Banque centrale, elle s'arrange également à baisser le taux directeur. Si on baisse le taux directeur, par voie de conséquence, tout ce qui est concours financier, crédit spot, crédit moyen terme, long terme, court terme, facilité de caisse, tous ces concours-là vont baisser aussi. Et il sera question entre les banques commerciales et leurs clients, que sont les promoteurs d'activités génératrices de revenus. Il sera question donc entre ces acteurs-là de définir un nouveau tableau d'amortissement de ces concours qui ont été reçus auprès de ces banques-là. Autre mesure annoncée par les autorités zimbabwéennes, les institutions de microfinance dont les licences d'1 an devant expirer ou ont déjà expiré se verront accorder jusqu'à 180 jours supplémentaires après l'échéance pour demander leur enregistrement conformément à la loi sur la microfinance. Très affecté par la pandémie de Covid-19 au Bénin, le secteur touristique tourne au ralenti. Face à cette situation, le consortium Touristes par million au Bénin, solidaire des acteurs de la chaîne touristique, a initié une campagne de mobilisation de fonds et de vivres pour venir en aide aux plus exposés. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Lev Tiono. À l'instar des pays du monde, la pandémie du Covid-19 impacte plusieurs secteurs vitaux en Afrique, notamment au Bénin. Berceau du Vaudou, avec un patrimoine culturel et touristique exceptionnel, dans le pays, PME et travailleurs indépendants sont quasiment à l'arrêt. Les employés sont en chômage technique ou licenciés. Plusieurs secteurs, notamment le tourisme, l'hôtellerie et la restauration, sont impactés par les mesures prises à l'international et la mise en place du cordon sanitaire autour des communes les plus exposées à la pandémie au sud du pays depuis le 30 mars 2020. Aujourd'hui, et employeurs comme employés, nous sommes tous en chômage. La situation est encore plus grave pour ceux qui sont licenciés. En vue de contribuer à soulager les acteurs du secteur touristique, à savoir petites et moyennes entreprises PME, travailleurs indépendants, employés en chômage technique ou licenciés en raison de la pandémie du Covid-19, le consortium Touristes par million au Bénin a lancé une campagne de mobilisation de fonds et de vivres sur une durée de 52 jours. Nous voulions que les Béninois, que ce soit sur le plan national comme international, nous viennent en aide. Le tourisme constitue la plus importante source de recettes en devises étrangères du Bénin après le coton et fournit 5,6% de la totalité des emplois. Le secteur a permis l'investissement d'environ 100 milliards de francs CFA dans l'économie béninoise, selon le rapport 2017 sur le tourisme dans le monde du Conseil mondial du voyage et du tourisme, et impacté l'économie béninoise à hauteur de 106,4 milliards de francs CFA. A noter que le tourisme et les voyages ont contribué au produit intérieur brut PIB à hauteur de 2,2% en 2017. C'est officiel, le port du masque en public dans la capitale Kinshasa est désormais obligatoire en République démocratique du Congo. Le gouverneur de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a signé un décret dans ce sens, une décision qui booste les activités des couturières, comme nous allons le voir dans ce reportage de notre correspondant Jacques Amboka.
Couturière, styliste et modéliste, Karine Pala s'est engagée à lutter de sa façon contre la propagation de Covid-19. Elle s'est mise à la confection de masques distribués gratuitement à une certaine catégorie de personnes. Parmi les bénéficiaires, les journalistes qui exercent un métier les exposant au risque de contamination. Ça répond même aux besoins des autorités du pays qui, en fait, ont préconisé les règles sanitaires à observer. Et nous pouvons tous nous rassurer que c'est le masque que nous portons ici. C'est pour sauver des vies. Alors que son atelier tournait au ralenti dans ces contextes de confinement, le port obligatoire des masques en public décrété par le gouverneur de la ville de Kinshasa vient booster les activités de Karine Pala. La couturière a vu la demande de prendre l'ascenseur, une opportunité d'affaires. Je sais, je l'ai fait bénévolement, c'était pas pour gagner, mais au jour d'aujourd'hui, ça m'a donné aussi un coup de pouce parce que beaucoup de gens, il y a des gens qui appellent pour faire la commande. Alors de 100 pièces, de 200 pièces, pourquoi pas de 300 pièces. Donc pour moi, c'était vraiment un coup de pouce par rapport à mon atelier de couture. La RDC compte en date du 26 avril 459 cas confirmés de Covid-19, dont 446 à Kinshasa. Le port obligatoire des masques en public est donc une des mesures alternatives contre le confinement total de la capitale, une option qui n'est plus envisageable. 5 000 francs congolais, c'est l'amende fixée contre toute personne appréhendée sans masque en lieu public. Dans l'actualité également, Karim Tabouf, une des principales figures du mouvement de contestation en Algérie, comparaîtra finalement devant le tribunal de Koleya le 1er juin 2020, après le report de son procès qui devait initialement se tenir ce lundi 27 avril. Annonce faite par son avocat, maître Moustapha Bouchachi. Le procès a été reporté automatiquement parce que Karim Tabouf n'est pas sous le coup d'un mandat de dépôt dans le cadre de son procès pour atteinte au moral de l'armée. Monsieur Tabouf est passible d'une peine de 5 à 10 ans d'emprisonnement pour avoir participé en connaissance de cause à une entreprise de démoralisation de l'armée ayant pour objet de nuire à la défense nationale selon le code pénal algérien. En raison de la pandémie de Covid-19, la justice algérienne se limite à ne traiter que des cas de prisonniers en détention. Du 25 avril au 23 mai 2020, la plateforme Artuel Interférence va exposer 70 œuvres de 12 jeunes artistes plasticiennes, photographes, cinéastes ou encore poétesses à Douala, au Cameroun. Une exposition d'un autre genre en ces temps de crise sanitaire. Découverte dans ce sujet de Nathalie Mo. La création artistique ne saurait être confinée alors que plusieurs secteurs d'activité sont paralysés. Du 25 avril au 23 mai 2020, Douala devient le lieu de l'exposition virtuelle Artuel Interférence. 70 œuvres de 12 jeunes artistes plasticiennes, photographes, cinéastes ou encore poétesses seront exposées. Artuel Interférence se veut une plateforme de mise en valeur de la créativité féminine en Afrique francophone. Nous avons voulu composer une mosaïque de différents styles, médiums, thèmes et techniques pour montrer la diversité de la nouvelle créativité féminine. Mais il était aussi important pour nous d'ouvrir la nouvelle dessinée avec de nouveaux visages de femmes artistes pour la continuité, parce qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, on a connu des femmes artistes qui sont toujours sur le marché de l'art, mais aujourd'hui, il y a des nouveaux visages, comme on appelle les nouvelles lionnes. En ces temps modernes, nous souhaitons continuer à partager nos passions. Voilà présenter le projet à 3 volets de l'exposition Artuel Interférence. Une pensée qui se rend visible depuis le logo de l'événement qui présente une dame portant un masque de protection contre le coronavirus. Le Covid-19 nous oblige à nous adapter aux nouvelles conditions sociales induites par la réglementation sanitaire, mais permet aussi de continuer à vivre et à faire vivre la passion de l'art tout en étant confiné. Et le format virtuel permet d'amplifier
quelque part d'aller à l'essentiel et de toucher des personnes qui n'auraient pas manifesté d'intérêt forcément pour ce type de disposition. Mais c'est aussi un manifeste pour que vive l'art, pour que l'art continue à vivre. L'art essaie de survivre à la pandémie de Covid-19. Partout dans le monde, les expositions, les salons et autres événements culturels et artistiques physiques sont à l'arrêt pour une durée indéterminée. La diffusion de leurs œuvres sur les réseaux sociaux est devenue une véritable alternative pour les artistes. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.